Chapitre 5. Un échec réussi. De ce qui se dit dans nombre des royaumes du second ciel, lorsque les soleils des 7 maisons qui forment le socle de la terre s'alignent avec l'étoile primitive, le centrium, une nouvelle révélation sort de Sion, perfore les cieux habités et bouleverse l'univers visible et invisible. Ce phénomène, plus que rarissime, marque un signal pour toute la création. Dans ces moments-là, il arrive que tous les royaumes se lancent dans une recherche acharnée des moindres pensées de Dieu, car quelle parole sortira des lions sans que l'espace et le temps ne se déchirent entiers pour s'en emparer? Ou quelle créature ne poursuivrait ses moindres brins de pensée éjectés dans le cosmos? Deux années-lumière. Cela faisait maintenant 2 années-lumière que le magnat suprême Ulysse avait lui-même mandaté une troupe d'élite dans un royaume lointain, Nérapetra, en quête d'un objet qui, selon ses dits, serait d'une importance colossale pour tous. Et c'est guidé par la parole de Dieu, par un courage sans faille et par de nombreux sacrifices qui parvint à ramener l'objet tant convoité, mais encore inconnu. De retour dans leur royaume, c'est porté par 2 fils du vent du nord que Melta et sa troupe atterrirent à Sinatura, un endroit qui avait, pour ainsi dire, des allures de taverne, à cause de ce qu'il rassemblait à lui seul un grand nombre de ces êtres spirituels que sont les vectorés, chose qu'il n'était pas possible de fréquemment observer dans tout le royaume vectorien. De cet endroit très chaleureux, ces êtres étaient encore capables de capter le flux de vent solaire qui venait restaurer leur être entier. Voilà pourquoi Sinatura était aussi fréquenté. Bienvenue à vous. Votre espace se trouve dans cette direction. Donna une voix en eux-mêmes, leur montrant ainsi la direction. Merci bien, dit Melta, qui avançait, suivi des 4 autres. Dans sa main, la meneuse de troupe tenait fermement une boîte porteuse de l'objet mystère. Et même lorsqu'il prit place, la fermeté avec laquelle elle la tenait n'avait pas baissé d'un pouce. Je me demande bien ce qui peut contenir cette boîte, fit le jeune Gastor tout en fixant la boîte. Tu le sauras très bientôt, Gastor, répondit Melta, esquissant un léger sourire, comme pour le rassurer. À mon avis, le magnat suprême avait raison. Il n'était pas en train de vanter l'importance de cet objet lorsqu'il en parlait avant que nous ne partions pour Nérapetra, dit Nîmes, qui se trouvait à l'un des angles de la table. Oui, tu as raison. En même temps, il faut mentionner la grande beauté de ce royaume et leurs grands principes qui semblent sortir de Sion elle-même, affirma encore Adéline. Leur principe, la beauté de l'amour. Jamais entendu parler d'une telle chose, et pourtant, ils n'ont que ça à la bouche, dit Gastor, qui semblait encore chercher une cause aux choses qu'il y avait vues. Tandis qu'à l'autre angle de la table, alors que tous parlaient encore, Melta
remarqua l'un d'entre eux, qui depuis un bon bout de temps n'avait encore rien dit. C'était le jeune Sophos, qui de tous était sans aucun doute le plus placide, le plus timide. Mais cette fois-ci, il était différent. Il était beaucoup plus silencieux comparé aux autres fois. Sophos, je peux savoir pourquoi tu es aussi silencieux? Lui demanda tendrement Melta. Eh bien, je vous écoute depuis maintenant un moment. Voilà tout, répondit-il, l'air un peu gêné. Non, je te connais, mon cher Sophos. Allez, parle. Insista Melta. D'accord, si tu le dis. Eh bien, disons que j'ai eu une conversation avec l'un des habitants de Nérapetra concernant la beauté de l'amour, déclara Sophos. Et Fit Adeline. Et il m'a dit que cela faisait des années, lumière maintenant, qu'ils en parlent déjà dans leur royaume, et que le mystère de Sion ou un truc dans le genre avait déjà été révélé chez eux depuis bien longtemps, expliqua-t-il à ses 4 amis. depuis maintenant des années? Posa Nîmes, l'air stupéfait. Oui, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est révoltant que nous n'en sachions pas plus que ça sur Sion, notre mère. Ajouta encore le jeune Sophos. J'ai lu récemment un livre sur le repos de Dieu. Et franchement, sans vous mentir, ce livre m'a laissé perplexe, déclara Gastor alors qu'il fixait une toile animée du coin qui illustrait la naissance au travers des fleurs de Victoria. Où veux-tu en venir, Gastor? Lança Nîmes, qui était juste en face de lui. Eh bien, il était dit que le repos de Dieu, c'est Sion. Et je me demandais où était-elle avant la création du monde des hommes et de l'animation de leur conscience. Finit par demander Gaston. Tu poses là une question difficile. Il y avait bien des mondes avant la création du monde des humains, Interrompit Melta au bout de la table. À cette affirmation, un grand silence fit observer au milieu d'eux, prêtant à confusion tout ceci. Que veux-tu dire par là, Melta? Posa Gaston. Ce n'est pas du tout nouveau. Avant le monde qu'on connaît, il y avait bien des mondes, Affirma une nouvelle fois celle qui était la meneuse du groupe. Non. Pour ma part, je n'ai jamais entendu pareille chose. Je me disais que tout avait été fait au même moment. Exprima Nîmes, tout simplement. Moi si, mais je ne comprenais pas les choses dans cet ordre-là. Affirma Adeline. Il est dit dans les écrits qu'Élion s'est reposé au 7e jour. Où crois-tu que ce jour se trouvait? Posa Melta. En Sion, fit Gastor en feintant un geste comme pour montrer l'évidence de sa réponse. Vous devez comprendre que même les 6 premiers jours étaient d'abord des espaces-temps, dans lesquels Élion a créé, et le 7e, lui, est un espace-temps éternel, le seul dans lequel il peut se reposer. Expliqua encore Melta, haussant de plus en plus la voix face à l'incompréhension de ses interlocuteurs. Mais Gastor, qui avait lu ce livre, qui selon lui manquait de plus amples détails, n'avait pas l'air d'être convaincu par les réponses que lui donnait Melta. Alors, tu dis là que ces jours étaient avant même la création du monde des humains? Lança encore Nîmes.
Mais c'est évident, réfléchis, Nîmes. Comment Dieu crée s'il n'y a pas d'abord de temps ni d'espace-temps pour créer? Questionna une nouvelle fois Melta, l'air un peu exaspéré. Ce n'est pas du tout faux de voir les choses sous cet angle-là, consentit Gastor. Mais n'oublions pas, il est aussi dit que tout était néant avant que Élion ne crée. Et c'est du néant qu'il a fait toutes choses. Affirma une nouvelle fois Nîmes. Nîmes, qu'appelles-tu néant? Pourquoi ne comprends-tu pas ce que j'explique depuis tout ce temps? S'énerva tout de suite Melta. Eh bien, le néant quoi? Pourquoi tu ne sembles pas vouloir me comprendre? Réfit Nîmes, qui elle aussi commençait à s'agacer. Mais qu'est-ce que le néant a à voir avec tout ceci? Demanda Sophos, qui sentait la pression monter peu à peu. Moi, en tout cas, je crois qu'il est impossible de créer dans le néant absolu. Le néant de la complémentarité, d'accord, mais pas le néant absolu, s'écria Gastor au fond de la table. Alors, de quel néant parlons-nous ici? Dis-moi. Posa de vive voix une Melta plus qu'irritée. Du néant absolu, bien sûr. Riposta tout de suite Nîmes, feintant un petit sourire moqueur à l'endroit de Melta. Tu ignores de quoi tu parles. Sache pour ton info que le chaos est différent du néant absolu. Et même si c'est du néant dont tu parles, alors le néant est une présence de Dieu, bien avant la création du monde des humains, déclara encore Melta en infligeant un gros coup à l'énorme table. Eh oh! Vous ne croyez pas qu'on s'éloigne un peu du sujet là? Et toi Melta, fais attention à la boîte. S'empressa d'interrompre Adeline, qui essayait de calmer le jeu. Cela faisait maintenant un long moment que les 5 amis discouraient sur ce sujet qui semblait subjugant. Tous s'élevaient de vive voix, défendant avec hardiesse leurs pensées. Il était même possible d'entendre Melta et sa troupe à plusieurs mètres aux alentours. Mais pendant tout ce temps, ils ne trouvaient guère de terrain d'entente. Alors l'un d'entre eux, Sophos, fit signe de la main, essayant une nouvelle fois de calmer le jeu. Toute cette discussion, qui semblait s'éterniser, se déroulait dans les seconds cieux, qui sont au-delà de la force du soleil et qui sont constitués de plusieurs étoiles, qui font leur course dans les voies de leur constellation principale. Dans les recherches des créatures vectoriennes, plusieurs trouvailles astrologiques et astronomiques avaient été établies comme discipline pour les apprentis. Cela était donc courant de les entendre communier autour de connaissances de ce genre. Ils avaient même compris que l'univers était fait de constellations chefs ou originelles et de constellations hybrides qui sont les plus connues des humains. Les constellations chefs telles que l'ours, le serpent ou le léviathan sont référencées selon les premiers animaux que Elohim a créés et que Adam a nommés. Les hybrides sont les constellations d'évolution. La constellation du serpent, ou encore appelée le zodiaque, est constituée de 12 plus une constellation hybride ou évolution pour l'accroissement du zodiaque. Et la 13e constellation, c'est le passage neutre vers les autres constellations qui ne sont que l'impression des consciences invisibles de l'univers. Le zodiaque est plus proche des premiers cieux que les autres consciences, car il renforce l'attachement charnel ou les jouissances de la matière. Toutes les autres constellations passent par le zodiaque pour s'exprimer dans le plan des premiers cieux et de la terre des hommes. Une voix s'élevait au milieu d'eux. Du calme. On se calme. Si ça continue ainsi, nous risquons de ne jamais nous entendre
et de nous éloigner du sujet, déclara-t-il. Je vais donc poser une seule question. S'il y a plusieurs univers, donc plusieurs âges, où donc demeurent ces consciences lorsque un nouvel âge est créé? À cette question, pour une deuxième fois, il y eut un grand silence à la table, alors que tous ceux qui étaient autour d'eux avaient les regards fixés vers eux. Eh bien, ils sont peut-être dans les voies pluricosmiques? Fit au loin une voix décontractée qui peu à peu s'ouvrait un chemin jusqu'à eux. Les voies pluricosmiques? D'où tires-tu cela? Et d'ailleurs, qui es-tu? Posa sèchement Melta. Mon nom est Jeshua, et cela fait maintenant un moment que l'on vous entend. Alors, à la question de votre ami, j'ai voulu m'immiscer vu que vous sembliez ne pas toucher le point. Répondit Jeshua. Et tu penses vraiment ce que tu dis là? Lui demanda Nihim. Les voies pluricosmiques, ce qu'on appelle le multivers, est pour moi la meilleure explication à cette question. Affirma Jeshua, le visage tout souriant. Alors, nous t'écoutons. Continue. Lui dit Gastor, qui semblait vouloir en savoir plus. Je comprends votre engouement, mais mon ami là-bas pourra certainement mieux vous expliquer ces choses-là. Affirma Jeshua, tout en pointant du doigt la table de laquelle il provenait. Une fois de plus, Jeshua venait de mettre Eliakim dans une situation plus que compliquée. Et tout de suite, tous les regards se tournèrent vers lui, attisant de nombreux murmures dans l'endroit. Oh, il ne manquait plus que ça. Le jeune prodige, Eliakim, présent ici. Approche un peu. Lui fit de la main Melta. Déjà, je voudrais m'excuser de la manière dont nous avons interrompu votre discussion. Mais, ce que mon ami essayait de dire par là, c'est qu'une compréhension des voies pluricosmiques est requise avant de comprendre le repos de Dieu en Sion. Entamait Eliakim alors qu'il approchait peu à peu de leur table. Alors donc, nous t'écoutons, toi le prodige. Fit une nouvelle fois Melta d'un ton sarcastique, alors que tous reprirent leur siège pour écouter le garçon. Nous savons que l'étoile du matin est l'énergie génératrice de tout univers. Ainsi donc, lorsqu'un univers est créé, Dieu se révèle Ehad, Père et Fils. Considérons la création de Sion, la famille de Dieu. Elle est faite par la parole de Dieu, et c'est elle qui donne forme à toute chose, même au néant absolu. Finit-il par dire en fixant Nihim. Vous comprenez? Sion est la création qui demeure, la seule qui soit une divinité de Dieu. Ce n'est qu'en elle qu'il peut trouver du repos, car la création elle-même ne peut contenir Dieu. Continua à expliquer Eliakim. De quel livre tires-tu ces choses? Et quel rapport cela a-t-il avec les voies pluricosmiques? Lui posa Melta. Tu ne comprends donc pas ce qu'il vient de dire, Melta? C'était pourtant clair. Retorqua Nihim, qui semblait avoir compris ce que le garçon expliquait. Non, t'inquiète, je vais mieux lui expliquer les choses, fit Eliakim. Comprends que Dieu est celui qui génère les univers, et il le fait au travers de Sion, qui à son tour donne forme à toute chose. Les âges passés sont des univers qui ont déjà été remplis, mais qui demeurent toujours. Vois-tu? Explicita de nouveau le garçon. Mais malgré ces explications, Melta semblait encore ne pas toucher le point. Comment ça, rempli? Posa-t-elle encore. C'est Dieu qui remplit toutes choses.
Il remplit même les choses les plus insignifiantes de la création. Et même le néant est rempli de Dieu. Comprends que tous ces univers, toutes ces voix demeurent et sont mêlées à la réalité dont on a conscience. C'est pourquoi il est possible d'aller de cette réalité à une autre. Argumenta longuement le garçon qui avait l'attention de tous, sauf celle de Melta. Les choses que tu racontes sont plus qu'incompréhensibles. Et d'où tires-tu toutes ces choses? Finit par demander une nouvelle fois Melta, qui s'était levée de son siège. Moi, je crois que tu fais exprès de ne pas comprendre ce qu'il dit, Melta. Fit Nîmes, qui elle aussi s'était levée. Ne fais pas mine de trouver une logique à tout ce qu'il dit. Riposta Melta, haussant un petit peu la voix. Il t'explique que les âges qui sont remplis demeurent en Sion, donc deviennent aussi un repos de Dieu. Ces âges passés demeurent. Ils n'ont pas disparu comme nous le pensions. Pour que celui qui règne d'âge en âge puisse être au-dessus de tous, au milieu de tous et en tous. Rétorqua une nouvelle fois Nîmes en lui expliquant. Mais vous faites semblant ou quoi? Comment Dieu peut-il faire de nage de ténèbres son repos? Fit encore Melta, agacée de ce que toute l'attention soit portée que sur les dires d'Elaïkim. Un âge qui est rempli de Dieu ne peut plus être ténèbres. En Dieu, l'on ne parle plus ni de lumière ni de ténèbres, car il est à la toute fin. Et il est dit que tous les royaumes deviendront des royaumes de Dieu. Ainsi donc, tous les âges seront remplis de Dieu. Tenta une nouvelle fois d'expliquer Eliakim. Ah oui, c'est ça. Et je suis censé croire le petit prodige, sans savoir d'où il tire toutes ces choses. S'exclama Melta d'un ton moqueur. Je les ai eus par révélation, toutes ces... Tais-toi! Je ne veux plus entendre un autre mensonge de toi. S'énerva cette fois-ci Melta, faisant un geste déplacé de la main, comme d'agacement. Dans ce geste déplacé qu'elle venait instinctivement d'exécuter, Melta avait à son propre insu et dans l'emportement lâché la boîte qu'elle tenait depuis le tout début avec fermeté, se laissant aller dans la discussion qui peu à peu voyait une nouvelle fois les esprits s'échauffer. Essaie au moins d'écouter ce qu'il dit, c'est plutôt sensé, à mon avis. Suggéra Gastor, qui tentait à son tour de persuader Melta. Non mais écoutez les choses qu'il dit. D'où est-ce qu'il les sort? Moi j'aimerais bien le savoir. Dit-elle en élevant la voix et en confrontant le garçon. Pourquoi veux-tu forcément qu'il te référence un livre, Melta? Il aurait pu bien les... Tout d'un coup, Melta leva les mains, stoppant ainsi Adeline dans son élan. Attendez, un instant. Où est la boîte? S'étonna Melta en tournant la tête dans tous les sens. Quoi? Elle t'aurait échappé? Posa Nîmes, qui tout de suite se mit à fouiller tout autour d'elle. Je ne sais pas. Je l'avais en main. Je ne sais pas. Peut-être dans le feu de l'action, elle a dû m'échapper. Articulait avec difficulté Melta, qui semblait plus anxieuse que tous. Essayons de la chercher ensemble. Elle n'a pas dû aller très loin. Proposa Nîmes. Oui, tu as sûrement raison. Acquiesça Melta avant de se mettre à chercher l'objet avec les autres qui s'y étaient déjà mis. Jeshoa et Eliakim se joignirent à eux, sans pour autant savoir l'objet qu'ils devaient trouver. Quel type de boîte chercherons-nous déjà? Posa Jeshoa, une petite boîte à l'aspect doré.
le genre de boîte qui peut tenir dans une main, répondit Gaston avant de s'empresser de reprendre les recherches. Alors que le grand astre victorien s'apprêtait à entamer sa longue sieste journalière, l'objet demeurait toujours introuvable. Finalement, Sophos eut une idée. Melta, écoute. Il serait préférable d'aller voir Sa Majesté et lui faire part de cet incident, proposa-t-il. On peut chercher encore un petit peu? Dit Melta. Je crois que Sophos doit avoir raison. Le grand maître devait être mis au courant de la situation immédiatement, insista Adeline. Après donc la proposition de ses confrères, ils partirent tous pour le palais royal à la rencontre du magnat suprême. Lorsqu'il parvint enfin au jardin externe qui donne sur les deux énormes portes du domaine royal, les sujets les plus proches du magnat eurent vent de la visite de Melta et en firent immédiatement part à Ulysse, qui tenait une réunion avec plusieurs autres magnats savants. Grand maître, Melta et sa troupe sont ici, au palais. Ils demandent à vous voir, fit discrètement l'un des sujets au magnat suprême. Quoi? Là maintenant? Nous tenons une réunion assez importante. Demande-leur d'attendre encore un moment, ordonna Ulysse, qui semblait être particulièrement occupé sur le moment. Mais monseigneur, je crois que c'est assez urgent. Et l'Hakim se trouve même avec eux. Et ils ont vraiment l'air tous confus. Vraiment? Alors, dis-leur d'entrer. Je les reçois tout de suite. Finit par dire Ulysse avant de quitter instantanément la pièce. Ils avaient tous reçu l'autorisation d'entrer et se tenaient dans le jardin des fleurs de Victoriane, qui se trouvait au sud de l'énorme château. Paix sur vous, mes chers enfants. Qu'est-ce qui t'envoie ici, mon cher Eliakim? Demanda-t-il, l'air joyeux. Votre Majesté, je suis ici en simple accompagnateur. Une simple coïncidence pour ainsi dire, expliqua calmement Eliakim. Venez donc tous un peu par ici, fit Ulysse de la main. Ils s'avancèrent donc tous jusqu'à l'endroit rempli tout autour de nuées dans lequel se tenait le souverain, alors que des fils du vent, des anges, chantaient encore des cantiques en l'honneur de Sion. Alors Melta, on m'a fait savoir que vous vouliez me voir. Votre séjour à Nérapetra a-t-il été rentable? Entama tout de suite Ulysse. Oui, monseigneur. Il faut dire que nous avons réussi la mission que vous nous avez confiée à Nérapetra. Nous avions avec nous la boîte, mais... Expliqua Melta d'un ton un peu triste avant de marquer une pause. Que s'est-il donc passé? Posa Ulysse. Nous tenions une discussion à Sinatura et dans un geste déplacé, j'ai perdu la boîte et l'objet qu'elle contenait, Votre Majesté. Nous l'avons cherchée sans succès. Veuillez pardonner s'il vous plaît ma négligence. J'aurais dû mieux veiller sur elle. S'exprima Melta, la tête baissée. Mais pour la plus grande surprise de la meneuse et de tous les autres, Ulysse marqua un court silence, après quoi il éclata de rire, chose qui était incomprise de tous ceux qui se tenaient là. Ma chère Melta, ne t'inquiète pas, c'est exactement ce qu'il fallait faire, fit-il aux jeunes gens. Pardon s'étonnaient-ils tous à l'unisson. J'ai dit,
Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, Melta. Refit-il encore. Au même moment, sur Dan, la terre des hommes, dans une contrée très reculée de la Chine, précisément dans la ville de Linfen, au sud-ouest de la province de Xiangji, une petite fille aux traits affinés sortait en sursaut d'une longue nuit de sommeil agité qui clôturait la fête de la nouvelle lune chinoise, Guonian. Zian! Se fit entendre une voix derrière la structure en bois de kiri. Dépêche-toi! Nous devons aller présenter nos respects à ton grand-père. D'accord, mère. Donnez-moi juste un instant. Répondit avec difficulté la jeune fille qui tentait encore de retrouver tous ses esprits. Sa nuit avait été tellement mouvementée qu'elle en était ressortie avec une intense migraine. Et plus elle essayait de se souvenir de tout ce qu'elle avait pu voir, plus ses douleurs s'intensifiaient. Ziyan se disait en elle-même que l'affreux démon, Yomo, était la cause de cette migraine, connaissant leurs origines plutôt mesquines, a volé toute l'énergie des humains. Alors, elle se leva de sa couche, ouvrit sa fenêtre et fixa convenablement sa lanterne rouge, censée chasser l'esprit maléfique. Mais lorsqu'elle se retourna, les quelques premiers faisceaux du soleil levant qui s'étaient infiltrés dans sa chambre éclairèrent subitement un objet qu'elle semblait avoir déjà aperçu dans ses rêves. Maintenant, je me souviens. Il y avait dans le Piangtang plusieurs chaînes qui échangeaient. Et l'un d'entre eux tenait cette boîte. C'était une boîte dorée, le genre de boîte qui peut tenir dans une main, juste là, à son cheveu. Et la petite Ziyan en était convaincue. C'était bien ces dieux qu'elle avait vus dans le paradis, tenant cette même boîte. Tout de suite, elle s'empressa d'aller vers la boîte, de la soulever avant d'admirer tous ses contours. Puis après un instant, elle l'ouvrit d'un geste brusque, laissant ainsi s'échapper d'elle une lumière tellement éblouissante qu'elle la lâcha net.